Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une heure de débat. On va solder la semaine. En fait, autour de deux grandes questions. Il y a deux grandes questions qui sont liées d'une certaine manière. C'est l'œuf et la poule. Je ne sais pas par quel bout les prendre. On va prendre par le bout franco-français, on va dire. Cramer la caisse, quoi qu'il en coûte, la dépense publique, en veux-tu, en voilà. Enfin voilà. On est quand même. Enfin, je vous redonnerai un petit chiffre à chaque fois que je l'ai testé là depuis 24-48 heures et ça surprend tout le monde. Et puis, l'autre aspect, c'est, si on dit cramer la caisse, celui qui met le charbon pour que la caisse puisse continuer à cramer, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, la politique monétaire, tout ce qui se joue sur ce terrain-là. Voilà, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Marquez. Salut Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari. L'Institut Molinari qui, c'est quoi? C'est un peu les sapeurs-pompiers de Paris, si on reprend l'image cramer la caisse. Vous êtes ceux qui essayent... Non, on va dire les installateurs de dispositifs anti-incendie. Voilà. Exactement. La prévention, c'est fondamental. La prévention. Ceux qui essayent de dire... Le détecteur de fumée, attention, il y a un truc qui se passe. Attention, ça doit s'arrêter. Et puis Wilfried Galland. Salut Wilfried, stratégiste, Montpensier Finance. Le petit graphe là que je voulais vous montrer. Enfin, je ne sais même pas si vous l'avez à l'esprit... Les dépenses budgétaires du quoi qu'il en coûte sur 2020. Petit quiz. Nicolas, tu as le chiffre en tête Dépenses budgétaires, hein. Tu ne prends pas les PGE, voilà. Dépenses budgétaires. Ça fait à peu près 4 points de PIB. 4 points de PIB, ça fait 4 points de PIB, ça fait... Non, 4 points de PIB, ça fait combien 4 points de PIB 80 milliards. Ça ferait 80. Ouais. Ah, ben non. Moi, j'ai plus en tête. Toi, tu as plus? Ouais. C'est 49, les mecs. Oui, 4 en dépenses et en non-recettes. Écoute, là, tu as le graphe officiel, Cour des comptes, machin, là. 49 milliards. Enfin, oui, tu as les non-recettes, mais tu as 49 milliards de dépenses budgétaires. Ouais. Et là, l'énergie, si tu prends ce que l'État ne prend pas, donc l'État, enfin, le Castex dit 30 milliards. Il faut que tu rajoutes alors EDF a dit on en est à 10,5 milliards de pertes d'EBITDA du fait de l'accès régulé à l'énergie nucléaire, donc du fait de ce que EDF doit filer à ses propres concurrents, tu es au-dessus des 40 milliards. Ouais. Quoi qu'il en coûte, donc tout ce que ça implique, tout ce que ça a impliqué de changements profonds dans la façon dont on a regardé la dépense publique, le chômage partiel, enfin voilà. Là, petit à petit, enfin, ça m'a fait un espèce de sursaut. Et je vais reprendre une expression, je ne sais pas si vous la reprenez d'ailleurs celle-là. C'est vraiment l'histoire de la drogue dure. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, ça devient presque naturel de dépenser 40 milliards, 45 milliards pour rien. Parce que là, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de... Voilà. Compenser les effets... Alors, en l'occurrence, c'est pour compenser les effets matières premières, mais ça ne va rien changer à rien. Enfin, c'est de la dépense transfert de pouvoir pure. Voilà. Transfert de pouvoir d'achat. Transfert de pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas d'investissement derrière, il n'y a rien. C'est un transfert pur de pouvoir d'achat. Ça m'a fait, voilà, c'était ma réflexion là depuis. En fait, depuis qu'EDF a donné la nouvelle évolution de ses pertes, sachant que tout cela, c'est un monstre c'est alien, quoi. Hein, c'est-à-dire que ça se développe, et c'est vraiment dans un an qu'on saura exactement quel est le coût total de l'ensemble de ces dispositifs. Alors, à Molinari, on a une lecture un peu différente. Alors, vas-y, dis-moi. On n'est pas trop inquiet par le plan de relance. Et on parle beaucoup de quoi qu'il en coûte, mais c'est avant tout une grande opération de communication. Quand on regarde les chiffres, on a moins dépensé que nos voisins, parce qu'on avait déjà cramé la caisse avant. En fait, depuis 1974, on est en déficit, et on a des marges de manœuvre moins grandes. Un exemple, qu'est-ce que ça a coûté à l'État en dépenses et en moins de recettes? Ça représente 10 points de PIB en France. Le FMI le calcule, et le calcule de façon homogène pour tous les pays. De quoi tu parles là, Nicolas, 10 points de PIB? Alors encore une fois, 10 points de PIB, 200 milliards. Ouais, les dépenses de soutien contre Covid et les dépenses et les moindres recettes, c'est 10 points de PIB, donc 200 milliards en France.
En moyenne, dans les grands pays occidentaux, c'est 15 points. Mais je ne sais pas où tu vas les chercher, ces 200 milliards. Ah oui, tu prends les 100 milliards du plan de relance alors Tout à ce à fait. moment-là. Ah bah oui, d'accord. Et c'est très bien suivi par le FMI. Et on voit très bien qu'en France, on a communiqué sur le quoi qu'il en coûte, mais en fait, proportionnellement, par rapport à nos voisins, par rapport aux États-Unis, par rapport au Japon, on a moins dépensé. Parce qu'en fait, la caisse, pour reprendre ton expression, elle est déjà cramée. Elle pose déjà problème depuis bien longtemps. On a fait beaucoup de prêts, mais moins d'aides. Ouais. Toute une série de voisins ont baissé structurellement de la fiscalité. Alors nous, on a fait une bonne décision qui était de baisser de 10 milliards les impôts de production, qui sont des impôts coûts fixes et qui sont des impôts problématiques en cas de crise. Mais la bonne logique, ça aurait été de les baisser de 35 pour s'aligner sur la moyenne. Repartons pas sur les impôts de production, parce que en plus derrière, on parlera des retraites. Mais reste sur tes 200 milliards là. Donc en fait, c'était normal dans un pays comme la France. Non mais bien sûr, c'est normal. Je ne te parle pas du plan de relance. Là. Je te parle de ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe Moi, c'est maintenant que ça m'a fait. C'est-à-dire, c'est maintenant pour rien. Parce que le plan de relance, c'est un plan de modernisation de l'industrie. C'est un plan dont on peut espérer à un moment tirer les fruits et avoir une croissance potentielle et une productivité de l'économie française qui s'améliore. Non, moi, c'est ce qui se passe maintenant et là, je te suis. et qui passe comme une lettre à la poste. C'est dingue. Mais il faut regarder les résultats des entreprises. Alors, c'est un peu technique, hein, mais les excédents nets des exploitations des entreprises françaises, c'est 16%. En moyenne, dans l'Union européenne, c'est 26%. Ça veut dire que nos entreprises, elles dégagent moins de résultats, elles ont moins de marge de manœuvre pour absorber les chocs. Donc il y a deux logiques, où on continue à faire ce qu'on fait maintenant, un problème, une aide, et on est rentré dans un monde chaotique, où les crises s'additionnent, on n'est pas encore sorti de Covid, qu'on a la crise énergétique. Tu as raison. Où on change de logiciel, et on se dit, on arrête d'aider spécifiquement quand il y a un problème, par contre, on met la fiscalité à un niveau compétitif ou médian par rapport à nos voisins. Ouais. Et on n'y est toujours pas. On est en train de baisser la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, mais l'impôt sur les sociétés, il ne nous intéresse pas en temps de crise, parce qu'en temps de crise, quand les résultats disparaissent, l'impôt sur les sociétés disparaît. Le vrai problème, c'est la fiscalité coût fixe qui ne se contracte pas. Alors, je ne vais pas reciter le nom des impôts de production, parce que tu vas me dire que tu parles tout le temps. Mais en fait, on a créé une fiscalité, comme le dirait Nassim Taleb, qui est fragile. On crée de la fragilité. Taleb, vous savez, le signe noir, tout ça écrit, c'est sur comment on crée de l'antifragilité. Nous, on a créé de la fragilité. En fait, nos entreprises sont des assureurs de l'État. Ailleurs, l'État est l'assureur des entreprises. Chez nous, la fiscalité est designée pour procurer toujours le même résultat pour l'État, pour les collectivités locales et pour les caisses de sécurité sociale. Donc, c'est normal d'aider. Et nous, on appelle de nos voeux la fin de ces aides en alignant la fiscalité sur la moyenne européenne. Et ça, c'est fondamental. Tant qu'on ne le fera pas, on aura des patchs. Dès que surviendra une crise, il faudra baisser le prix de l'essence, le prix de ci, le prix de ça. Et à ce moment-là, les entreprises ont plus de fonds propres, de réserves pour encaisser elles-mêmes les chocs. Alors, je trouve très intéressant dans ce que dit Nicolas, c'est qu'on fait le choix aujourd'hui de ne pas traiter les problèmes de structure, qui sont des problèmes de structure fondamentale de la dépense publique française, en gros. Hein, c'est-à-dire combien on dépense et comment est-ce qu'on le dépense. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ce dossier qui est extrêmement important, on en est réduit à ne traiter que l'urgence. L'urgence, c'est effectivement de faire en sorte que les feux sociaux, en l'occurrence, s'éteignent pour justement se gagner du temps qui, normalement, ce temps-là, doit être utilisé pour traiter le problème important. Le problème, c'est comme effectivement, comme tu l'as si bien souligné, les crises s'enchaînent, on n'a jamais le temps d'aborder les trucs de structure. Et donc, on va d'urgence en urgence. Et j'ai l'impression que c'est finalement un choix collectif. C'est-à-dire qu'on refuse l'effort nécessaire, l'assaise nécessaire à un moment donné, de dire effectivement, on va souffrir pendant quelques temps, mais c'est pour se restructurer et se solidifier pour pouvoir aborder les crises futures dans un meilleur état. Et je pense que la société, aujourd'hui, n'accepte plus la moindre notion d'incertitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une incertitude, d'un seul coup, il faut qu'il y ait quelqu'un, donc l'État, qui soit tout de suite le garant de l'incertitude. Et donc ça nous empêche d'avoir le temps nécessaire pour traiter les problèmes de fond. Ça, c'est véritablement un sujet et qu'on voit même se profiler dans le paysage politique français. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on, normalement, à chaque grande élection,
il y a cette espèce de respiration qui dit voilà véritablement les sujets qui sont importants, donc on va traiter les sujets importants, au moins pendant 1 ou 2 ans. Et ce temps-là est en train de se réduire de plus en plus. C'est-à-dire, même dans les campagnes électorales, on traite de sujets qui, effectivement, c'est le pouvoir d'achat. Donc, quand on dit le pouvoir d'achat, c'est les transferts, c'est le prix de l'essence, etc. Et ça pose un véritable sujet. Donc, je suis heureux, on en abordera tout à l'heure, qu'on mette au moins sur la table le sujet fondamental, structurel de la quantité de travail via l'âge de départ à la retraite. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais enfin, au moins, c'est un paramètre important. Ça peut permettre à un moment de dégager justement des marges de manœuvre. Mais ça ne suffira pas tant qu'on n'a pas fait le travail de l'autre côté qui dit à quoi sert l'État, quelles sont les dépenses, non pas l'efficacité de la dépense publique. Moi, j'entends cette espèce de mantra depuis quelque temps, il faut que la dépense publique soit efficace. Bah oui, c'est pas absurde. Non, le sujet, c'est pas d'abord l'efficacité. D'abord, c'est où est-ce qu'on met l'argent. C'est pas est-ce que l'argent qu'on met est efficace. C'est quoi le périmètre. Ah, je suis pas d'accord. Là. Et une fois qu'on a défini le périmètre... Ah, moi, je suis pas d'accord du tout. Là. Le périmètre, je m'en fous à partir du moment où c'est efficace. C'est le contraire. La problématique, c'est que tu n'as aucune limite de périmètre dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu dis c'est efficace, dans ce cas-là, à un moment, tu peux aller très 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 loin, et donc tu vas avoir ta problématique de structure de dépenses qui va se poser à un moment. Tu vas forcément cramer la caisse, même si c'est super efficace. Mais non, si c'est efficace, tu crames pas la caisse. Si c'est efficace, tu as de la rentabilité. Efficace par rapport à quoi? Par rapport à une rentabilité. Efficace par rapport à ce que fait le privé. La dépense publique, sa légitimité justement, c'est son efficacité par rapport au privé. Jamais la question dans ces termes-là. Termes-là, jamais. C'est est-ce que l'argent qu'on met, en fait, on ne va pas trop perdre à la fin. On ne le pose jamais en termes de comparaison. Jamais. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est posé la question de savoir véritablement sur des sujets aussi divers que la santé, l'éducation, la production d'un certain nombre de biens et services essentiels. Dans quelles conditions est-ce que le privé peut travailler plus? Si tu parles mais parce que tu parles d'un périmètre naturel, on va dire, pour l'État. Donc il faut à un moment donné se reposer cette question-là, ce qui n'est pas du tout le paysage d'aujourd'hui. Ça m'inspire une autre réflexion. Alors, vous êtes plus... Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous, les pubs, chasser le gaspille. Si, bien sûr. 75, 76, vous êtes encore 79 et tout. Et moi, je me souviens de la... Je revois la 79, j'avais 10 ans. Je revois la pub du gars qui met un pull. Enfin, vous vous souvenez de cette histoire? Le gars met un pull. C'est un discours, j'ai l'impression, qui serait impossible à tenir aujourd'hui, en fait. Impossible de dire, bon, bah... On commence à l'avoir un peu, et justement, il y a des réactions très fortes là-dessus en disant, mais non, mais c'est pas à nous de faire les efforts, quoi. Non, mais je vais aborder un sujet qu'on rabordera, hein. Mais chasser le gaspille, quand on regarde les dépenses publiques, le premier sujet, c'est les retraites. Oui, mais on y va après sur les retraites, Nicolas. Finissons sur cette facilité. Parce que donc, le gouvernement, mais même dans l'univers médiatique, hein, même mes confrères, c'est-à-dire, je lisais ce matin, Bruno Le Maire, il ne s'agit pas d'un nouveau quoi qu'il en coûte, etc. Mais bon Dieu, prends les chiffres, regarde où on en est. Enfin, alors on a découvert l'arbre c'est à quelque pognon, chose de phénoménal. Forcément, maintenant tout est. En fait, les ordres de grandeur depuis la crise Covid, les ordres de grandeur ont totalement changé. Ouais, c'est ça. Voire même nous, on avait peut-être d'abord avec la crise des gilets jaunes. Hein. Il y avait eu d'abord un premier. Il avait lâché 10. Non mais il faut s'en souvenir. 10, il avait lâché 10 milliards. 17. Toi, t'as en tête, j'ai 10 moi. Bon, enfin bref, 17 milliards. Et on avait dit, oh, quand même, 17 milliards les gilets jaunes. Waouh. Et là, c'est anecdotique. Mais déjà, on ne raisonnait plus. L'unité, c'était plus le milliard. C'était 10-20 milliards. Parce que sinon c'était pas cohérent. Là, ensuite, on est passé. Donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on est passé à la centaine. Quand on n'atteint pas le 100 milliards, objectivement, on n'est pas super sérieux. Voilà. C'est comme les levées de fonds, c'est ce que je disais à un start-upper hier. À moins de 100 milliards, t'intéresses personne. Bon, ben, voilà. 100 milliards de levées de fonds, c'est beaucoup. Et c'est pas du structurel. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les défaillances structurelles, qui sont la fiscalité, on ne la remet pas aux normes, et ça, on peut concevoir que ça coûte, parce que c'est le vrai investissement. Quand vous remettez aux normes votre fiscalité, par exemple, si vous baissez massivement les impôts de production, au début, il y a un manque à gagner, et il faut se donner le temps d'avoir les recettes qui reviennent, parce que l'attractivité se développe, parce qu'il y a moins de chômage, et donc ça, c'est typique un business plan, c'est typique un investissement. Ça, on ne le fait pas assez. Avec ces déficits, on finance de la dépense courante. Ouais, exactement, c'est ça. Ce qui n'est, on va l'espérer, pas le cas des 100 milliards du plan de relance. Enfin bon, moi j'ai quelques exemples. Dans les 100 milliards du plan de relance, où là, tu es vraiment sur quelque chose d'efficace et il y a des choses efficaces. Alors le plus efficace,
c'est la baisse des impôts de production, c'est ça qui a le plus de levier. Pas seulement, Nicolas. Oui, si. Mais non, quand tu files, les modèles. je l'ai raconté 2-3 fois, ils sont venus ici, c'était formidable. Quand tu donnes, mais vraiment donnes 200 000 euros de subvention à une entreprise, petite entreprise industrielle de traitement de surface pour qu'elle robotise complètement son processus, c'est aussi efficace. Oui. Et à mon avis, sans doute plus que de baisser les impôts de production, parce qu'au moins, tu es sûr de ce qu'ils en font le pognon. Mais ça, Voilà. on pourrait le faire autrement. C'est-à-dire que si on leur laissait plus de résultats, ils n'auraient pas besoin de subventions pour robotiser leur processus. Certes. Et c'est une anomalie de penser qu'à chaque fois qu'il y a un truc intelligent à demander à un chef d'entreprise, il faut mettre en place une subvention. Le chef d'entreprise, il est censé être intelligent en amont. Certes. Il est censé savoir faire ses calculs et il n'a pas besoin d'un guichet à aide et d'un guichet à taxe qui essaye de contrebalancer les effets pervers créés par le guichet d'en face. J'avoue que c'est inattaquable. Mais c'est vrai que c'est tellement beau, les structures administratives. Oui, ça me fait féliciter à chaque fois. Attendez les gars, l'esthétisme de l'usine à gaz que nous pratiquons. je veux finir avec mon histoire parce qu'on est tellement donc rentré dans un espèce de cycle complexe à suivre et complexe. C'est qu'on en est donc là au syndicat d'EDF, donc les syndicats d'EDF, la CGT, va attaquer le gouvernement à Bruxelles pour donc son actionnaire, mais surtout pour aide illégale d'État. C'est-à-dire, la CGT, normalement, c'est le temple de la dépense publique que tu peux... Enfin, vas-y, voilà. Et là, non, aide illégale d'État. Les syndicats d'EDF vont essayer de porter donc, le dossier de Bruxelles. Je sais pas si vous partagez, moi, c'est le sujet qui m'obsède. Enfin... je vous rassure, tout va bien quand même, hein, mais quand même, quand je réfléchis à l'état de notre pays, on a déjà parlé en début de semaine, ce titre du Figaro, il faut protéger EDF de la hausse des prix de l'électricité, m'a semblé la quintessence du désastre industriel de notre pays depuis 30 ans ou 40 ans. EDF, ça doit faire 30 ans que c'est des décisions. Disons qu'on n'arrive pas, c'est global d'ailleurs dans l'économie, hein, mais on arrive très difficilement à penser le temps long. Et on y arrive de plus en plus difficilement. Et donc, à un moment, on se retrouve face à des murs qu'on a vus se rapprocher inéluctablement, mais pour lesquels on se disait, c'est l'horizon. Donc, l'horizon, en fait, on a beau s'en rapprocher, en fait, il s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. En fait, non. C'était pas l'horizon, c'était réellement un mur. Et le système énergétique, européen et français en particulier, là, on voit véritablement, maintenant, face à un événement, et Nicolas avait totalement raison de souligner, qui met en lumière notre fragilité, Tout à fait, parce qu'on n'a pas investi suffisamment avant, d'un seul coup, la fragilité, elle ne se voit pas dans des circonstances qui sont des circonstances, on va dire, du quotidien sans choc. Quand d'un seul coup il y a un choc, c'est là où vous vous rendez compte que votre construction, y compris votre construction financière d'ailleurs, est fragile. Avant, ça ne se voit pas. Il n'y a pas de problème. Avant, tout le monde gagne, en fait. Dans des conditions, pour reprendre pour filer la métaphore financière, dans des conditions de marché haussier, tout le monde gagne. Mais bien sûr. Donc tout le monde est heureux. C'est le moment où on a un choc. Quand les vents sont porteurs, même les dindes peuvent voler, disent les Anglais. Exactement. Voilà. Exactement. Et rien que cette image me met en joie. Non, j'ajoute juste un truc parce que, et je te donne sur le désastre EDF, attention, responsabilité première des dirigeants d'EDF, on va dire, qui ont suivi Pierre Gadonex, sans doute Henri Proglio, un affrontement mais fratricide, absurde, idiot contre Areva, contre Anne Lauvergeon, la perte de contrats très importants à l'international qui aurait permis de maintenir, de soutenir en l'état cette filière électronucléaire, nous aurait pas emmené dans le mur. Alors en Finlande, oui, on y était, mais sans doute pas à Flamanville, avec des coûts qui ont été tels et une explosion de coûts tels que ça a fragilisé les fonds propres d'EDF. Voilà, c'est aussi une cascade de décisions. On l'ajoute évidemment, comme tu le dis très justement, décisions du côté de l'actionnaire autour de l'Arenh, de la fermeture de Fessenheim. Enfin, on pourrait les multiplier, de la non-prise de décision. On pourrait les multiplier. Voilà, c'est cette tempête parfaite qui fait la situation dans laquelle on est. Mais Wilfried a raison, on a un État qui prétend être stratège, mais qui ne pense plus le temps long. Le seul endroit où l'État pense encore le temps long, c'est l'armée. Parce que les militaires, ils savent très bien qu'un équipement comme un porte-avions, ça dure X années, et qu'il faudra Y années pour le fabriquer. Et donc, si on s'y prend pas 15 ans à l'avance, on a un problème. Et ils raisonnent en termes de rupture capacitaire. Ils cherchent à avoir l'équipement qu'il faut, la formation qu'il faut, et ils voient long. Parce qu'ils sont à la fois
régulateurs et opérateurs. Dans tous les autres domaines, l'État a perdu sa vision globale. On parlait d'EDF, on peut parler en règle générale de l'État actionnaire, qui fonctionne beaucoup plus les entreprises dont il est actionnaire que ne le fait le marché. On passe son temps à gloser sur la rapacité les dividendes. des dividendes, du marché, des fonds de pension ou autres. Mais le pire actionnaire en C'est France, l'État, bien sûr. c'est l'État. Bien sûr. On le voit très bien. Les domaines... Il force parfois les entreprises à s'endetter pour payer du Tout à dividende. fait. C'est ahurissant. Mais l'État, en fait, pour que nos auditeurs comprennent bien, il n'a pas de comptabilité patrimoniale. Donc il va forcer l'entreprise à s'endetter pour payer du dividende, et ça va améliorer ses comptes. Un autre exemple, l'État n'a quasiment pas de réserve. Le fonds des réserves des retraites, créé par Jospin, ça devait faire 120 milliards, ça fait moins de 30. Et l'État le vide pour se faire des recettes de poche, alors que c'est placé à long terme et que ça rapporte beaucoup plus que le coût d'endettement. Et une partie de nos problèmes viennent de ce fait que la comptabilité de caisse, qui a été designée en 58 et améliorée depuis, la comptabilité de l'État, c'est une comptabilité de caisse. On regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort, on ne regarde pas si on s'est appauvri ou pas. Il n'y a pas de bilan. 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 En fait, c'est de temps en temps, et mes copains profils m'ont dit arrête Nicolas de dire ça. Je dis la comptabilité de l'État, c'est la comptabilité d'un prof libre sa première année. D'une profession libérale. Ouais. Oui, d'un indépendant, tout à fait. C'est aussi naïf. Mais l'indépendant, il apprend à faire des comptes. Ah, puis il a un comptable qui lui dit Et attention monsieur, vous savez, vous aurez les charges à payer l'année prochaine là-dessus. Exactement. Voilà, exactement. L'État, il est incapable de penser le temps long. Je vous donne une autre anecdote, mais je sais qu'on va en reparter. C'est les retraites. Il a démonté ses caisses de retraite en 1853. Il va falloir qu'on y aille sur les retraites, parce que... Sinon, il y avait les impôts de production aussi. Voilà. C'est les deux sujets stratégiques de la France. Mais bien sûr, on ne peut pas parler de compétitivité si on mais peut bien pas ces deux sûr, sujets. mais bien sûr. Bon ben voilà. Non, mais je voulais juste, puisqu'on avait un peu de temps aujourd'hui, faire mon couplet sur le désastre EDF. Et franchement, enfin, protéger EDF de la hausse des prix de l'électricité, je ne savais pas qu'on en serait là un jour. Avant d'aller, juste un mot. Est-ce que vous avez vu, après on va aller sur le virage monétaire et puis sur les retraites, mais avant la pause, vous avez regardé un petit peu l'histoire de la taxe carbone européenne. Pour la première fois, le climat devient... Ça a été, bon, il y a tellement de choses effectivement qu'on n'a pas forcément le temps d'en parler. Il y a peut-être quelque chose d'important là qui se joue, même si on a fait une émission là-dessus d'ailleurs. Anaïs Voigilis nous a expliqué avec beaucoup de précision les effets pervers, forcément des effets pervers. J'y vais très très vite. Donc une taxe carbone aux frontières, notamment sur l'aluminium et les barres d'aluminium. On n'a pas voulu imposer les produits transformés, genre une automobile. Parce que visiblement c'est trop compliqué à calculer l'impact carbone d'une automobile. L'effet pervers, nous dit Anaïs, c'est que si les barres d'aluminium, elles sont imposées à l'entrée de l'Union européenne, le donneur d'ordre va avoir tendance à assembler l'ensemble en dehors de l'Union européenne. Donc l'aluminium, il ne va jamais rentrer, enfin, il ne va jamais passer les frontières de l'Union européenne. Et le produit fini, mais donc qui risque d'accélérer notre désindustrialisation, lui, il passera les frontières de l'Union européenne sans taxe carbone aux frontières. C'est clair comme... voilà. Bon... Oui, absolument. Il y a forcément des effets de bord, voilà, forcément des effets de bord, mais il se passe quand même quelque chose. La phrase de Bruno Le Maire, pour la première fois, le climat devient un déterminant des relations commerciales internationales. Oui, je pense que c'est clairement quand même un pas en avant. On peut quand même dire que c'est un pas en avant. Je trouve aussi, oui. Et c'est un pas en avant qui est d'autant plus important que on voit depuis le 24 février et depuis l'invasion de l'Ukraine que ce sujet-là a quand même eu tendance à décaler quand même très fortement dans le rang des priorités. Bien sûr. Et avec en plus des décisions parfois, par exemple de l'Allemagne, qui sont totalement aberrantes. Là, je lisais ce matin que l'Allemagne avait effectivement décidé de relancer sa filière de centrales à charbon. Mais elle n'a pas le choix. En fait, à la place de prolonger ses centrales nucléaires... Alors, là-dessus, parce que je connais un peu le sujet, j'arrive pas à y voir clair. T'écoutes Orano, t'écoutes Knorre, il te dit on peut. Moi, j'ai beaucoup discuté, je l'ai dit ici, avec Isabelle Kocher sur les centrales belges. À un moment, tu peux plus prolonger, en fait. C'est-à-dire, c'est quand même des réacteurs nucléaires. À un moment, t'as pas fait les travaux qu'il fallait au moment où il fallait. Tu n'as plus les équipes
pour faire tourner la machine, pour entretenir la machine, pour maintenir la machine. Alors, franchement, je ne sais pas sur quel pied danser là-dessus, mais ne croyons pas que tu prolonges une centrale en claquant des doigts quand tu avais prévu de la fermer à la fin de l'année. C'est pas en claquant des doigts, mais le choix fondamental qui est de dire, de toute façon, je ne me repose pas la question. Si, ils se sont posé la question, Wilfried. En tout cas, il y a encore des centrales nucléaires en Allemagne, et donc c'est quand même beaucoup plus facile, à partir du moment où vous en avez encore, de dire je vais me reposer la question de continuer à en avoir, même si à un moment donné j'ai un... Non. Écoute, sur l'Allemagne, je ne sais pas, je suis catégorique sur la Belgique. Ouais. Et la Belgique, elle doit fermer plus tard que les centrales allemandes. Et là, vraiment, Engie a fait preuve d'une grande transparence depuis un long moment, parce que c'est ça qui était très intéressant. C'est qu'Engie, donc encore à l'époque Kocher, disait aux Belges, attention, le mouvement que vous enclenchez est irréversible. C'est comme ceux qui nous disent aujourd'hui on devrait rouvrir Fessenheim. Non. Un peu plus. C'est irréversible. Voilà. Oui, mais tu peux pas revenir en arrière. Le temps, c'est exactement ce que disait Nicolas. Il faut X années pour remettre en état le truc. X années. Mon problème, c'est ça. Mon problème, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'en fait, la seule question que se sont posées les Allemands, c'est est-ce que je peux tout de suite d'accord. Dans cette optique-là, relancer mon nucléaire. Ils se sont fermés aujourd'hui, en tout cas dans ce que je lis, la possibilité dans X années de retrouver cette capacité. Et effectivement, il faut des investissements. Mais non, ils se disent simplement, je vais relancer tout ça. Donc, pour revenir à la question de la taxe carbone, je trouve que c'est une bonne chose, d'abord d'avoir un mécanisme de régulation par les prix, plutôt qu'un mécanisme de régulation par la réglementation, par les interdictions, par les normes. Ça va quand même faire beaucoup de bien. On est dans des zones économiques qui se fracturent de plus en plus et dans lesquelles aux frontières desquelles il y a de plus en plus de murs. Donc il faut qu'au minimum à l'intérieur, il y ait de la fluidité pour compenser la fluidité qu'on n'a plus à l'extérieur. Je pense que ça, c'est quand même très très important. Et donc avoir ce pilotage par les prix, ça me paraît une très bonne chose. Maintenant, il va falloir effectivement voir à la marge comment est-ce que... Tu as toujours des effets de bord. Voilà, comment est-ce qu'on pilote ça. Nicolas, comment est-ce que tu as regardé ça? Oui, et puis il faut regarder la globalité, parce que la taxe carbone, on parle de 1 milliard pour toute l'Union européenne à horizon 2026. On a nos taxes, nous, en France. Et le débat aujourd'hui, c'est l'essence. Aluminium, engrais, ciment, acier, voilà, il y a 5 éléments. Ouais. Acier vert, on a déjà notre couche de fiscalité. On parle beaucoup de l'essence, sur l'essence. Oui, mais là, tu retrouves un peu... Il y a 44 milliards. Là, l'idée, c'est de remettre justement de la compétitivité. Oui. Vu notre fiscalité, c'est d'imposer un peu de cette fiscalité aux autres. On est d'accord. On partage la fiscalité au lieu de l'imposer exclusivement aux Européens. Donc ça, c'est un aspect positif. Après, il y a tous les effets de bord qu'on évoquait. Il y a une grosse négociation très complexe parce qu'en fait, la taxe, quand on la regarde d'un point de vue économique, on se dit mais comment ils sont arrivés à ça? Mais en fait, elle est designée pour passer les fourches codines de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Tout à fait. Il y a une grosse complexité interne parce que les intérêts en Europe ne sont pas homogènes. Wilfried parlait des Allemands. Les Allemands, par exemple, ils ont une industrie automobile haut de gamme très très développée. Ce n'est pas les mêmes intérêts que l'industrie automobile française qui est plus moyenne de gamme. Donc il y a toute une série de contraintes. Et effectivement, pour Bruno Le Maire, pour les autorités européennes, c'est une expérimentation qui va dans le bon sens. Bon, je vous avoue que nous, T'es dubitatif. Non, parce qu'il y a aussi cette idée, mais là encore, elle est sur le papier pour l'instant, mais cette idée, tu parlais d'1 milliard, effectivement, c'est très très peu, ce qui sera perçu au titre de cette taxe carbone pour l'instant, mais cette idée que ce qui est perçu au titre de la taxe carbone aux frontières permet ensuite de soulager les publics européens les plus fragiles des taxes qu'imposera forcément la transition énergétique au sein de notre continent. Je vous avoue qu'on applaudirait si on était capable de concevoir de l'allègement de fiscalité en Europe. Et un fléchage notamment précis, direct. Ouais. Le fléchage, c'est plus ambigu. Parce qu'à la fin, quand vous raisonnez, il y a des gens qui disent qu'il faut que les taxes soient affectées. Les taxes écologiques aillent à l'écologie. Ça pose pas mal de problèmes, parce que la dépense publique, elle est globale. Personne ne veut financer la justice, l'armée et la police, mais c'est quand même nécessaire. On le voit dans le monde chaotique. Ce sera nécessaire d'investir plus dans ces domaines-là. Donc si on rentre dans des logiques où chaque taxe populaire est affectée, à la fin, vous n'avez plus rien pour financer le moins populaire. Tout à fait. On marque une pause.
On repart, les amis. Alors, avant tes chères retraites, Nicolas, très très cher. 14% du PIB, 65 ans. Et moi, je dirais 65 ans, pourquoi faire Donc, on cramait la caisse, mais le charbon. Le charbon. Donc, décision historique quand même hier de la Réserve fédérale. Première fois depuis 2018. Ouais. Première fois depuis 2018, donc qui remonte d'1 quart de point ses taux d'intérêt. En Europe, les choses ont l'air quand même beaucoup plus confuses. Oui. Alors en fait, j'ai vu que même Christine Lagarde commençait à s'agacer des commentaires des copains de Wilfried Galland, c'est-à-dire... des ECB Watchers. Non, mais c'est intéressant ça quand même. Hein. Quand tu te mets à taper sur les commentateurs, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas très très clair avec ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai trouvé ça assez inquiétant. Ben voilà, bien sûr. C'est cette remarque disant, je la cite de mémoire, je pense quasiment mot pour mot, la politique de la Banque Centrale Européenne est faite. Alors, je l'ai. Réalisée par des personnes intelligentes, sensible people, et non pas par les observateurs. ECB policy decisions are made by sensible people, effectivement, not ECB watchers, voilà. Par des gens intelligents, pas par les Wilfried Galland et consorts. Voilà, exactement. Et donc, quand effectivement on sait que l'impact de la politique, au-delà même de ce que ça dénote de nervosité, et probablement de difficulté à piloter un conseil des gouverneurs qui est de plus en plus fracturé. C'est une erreur majeure parce qu'on sait que la politique monétaire, pour se déployer véritablement au sein de l'économie, a besoin du relais des marchés financiers. Absolument. Or, le relais des marchés financiers passe par le prisme de ces quelques investisseurs qui effectivement regardent, posent des questions et interprètent la politique monétaire et en déduisent des stratégies de marché. Et si vous vous les mettez à dos, alors vous avez un rouage extrêmement important de votre politique monétaire qui risque de ne plus fonctionner ou de fonctionner à l'envers. Donc ça, c'est quand même, je trouve, le signal d'ailleurs, elle l'a quasiment reconnu, du fait qu'il y a quand même des discussions, on va dire en langage diplomatique franches, voilà, où aucune des deux parties ne se cache ses dissensions, entre ceux qui veulent un resserrement monétaire extrêmement rapide et ceux qui disent attention, on est en train d'envoyer l'économie européenne dans le mur de la récession. Et là, ce débat existe un peu aux États-Unis, mais il existe moins parce que la pression inflationniste est extrêmement forte et parce que Jérôme Powell le président de la Réserve fédérale, a eu l'habileté, hier en particulier, de placer l'intégralité de son discours sous le signe de la clarté et du fait que je donne de la visibilité à tout le monde. De dire, voilà, je ne veux pas rajouter de l'incertitude à l'incertitude, il le dit clairement, et donc je vous donne un chemin dans lequel vous pouvez vous positionner. C'est effectivement ce qu'on va réaliser de façon très, très mécanique. Et je suis en plus extrêmement positif sur l'économie américaine qui peut largement supporter un peu de resserrement monétaire tout en restant en phase d'expansion et en phase de plein emploi. Donc, un espèce de cocktail justement à destination des investisseurs et à destination des agents économiques qui était extrêmement rassurant. On n'a pas du tout ça du côté de la Banque Centrale Européenne. Et on risque d'avoir en plus cette espèce de concurrence maintenant un peu larvée entre les banques centrales qu'on voit se déployer, pour un peu tirer la couverture en disant si je fais baisser un peu ma monnaie à un moment donné ou à l'inverse, si j'essaie de la faire monter pour calmer le prix des matières premières à l'intérieur par rapport aux autres. En fait, on a eu cette espèce d'approche très coopérative tout au long de l'année 2020 où on a vu une coopération et une interaction extrêmement forte entre toutes les banques centrales se mettre en place très très vite, beaucoup plus vite que pendant la crise de 2008. Et on a eu le sentiment d'avoir un mécanisme très coordonné, très fluide entre les banques centrales d'un côté et les États de l'autre. Et là, on a l'impression que tout part... voilà. Mais parce que les zones géographiques ne réagissent pas de la même façon. Parce que la Chine est dans le dur, parce que nous, on a cette guerre en Ukraine à nos portes. Et parce que les tensions Américains... politiques à l'intérieur des pays deviennent très fortes. Et puis, je terminerai par là. N'oublions pas, même si c'est assez peu souligné, que Jérôme Powell n'est toujours pas confirmé à la tête de la Réserve fédérale américaine. Ah, j'avais oublié. N'oublions pas. J'aime bien la phrase « n'oublions pas » parce que j'avais oublié. C'est-à-dire que, en fait, son mandat s'est achevé fin février. Et en fait, il n'a toujours pas été confirmé par le Sénat, ainsi que 4 autres membres. Mais c'est un sujet, Wilfried, ou c'est une pure conjecture? En fait, il a été interrogé brièvement là-dessus et il a répondu en 2 mots. En gros, ça n'est pas un sujet, de façon assez sèche. Néanmoins, son mandat est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, il est là normalement pour exécuter les affaires courantes, Jérôme Powell. Oui, mais le président veut que, Biden l'a renouvelé. Le président l'a proposé au Sénat.
le Sénat doit le confirmer. Alors, la dernière fois, il avait été confirmé de mémoire 83 voix contre 13 ou 14. Donc, ça devrait pas trop poser de problème. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans un espèce de vide de pouvoir. Mais ce gars-là a été nommé par Trump au départ. Il a été proposé par Trump et validé par le Sénat. Oui, voilà. Donc ça veut dire que tu devrais avoir un consensus bipartisan autour de lui. Il n'y a pas de sujet. Sauf que le véritable sujet, visiblement, au sein des Républicains et au sein même plus généralement de la classe politique, c'est est-ce que vous allez vous occuper suffisamment de l'inflation, d'une part, et est-ce que vous n'allez pas vous occuper trop du climat, d'autre part. C'est sur le climat que ça a chopé. Et sur l'inflation, on a eu cette demande assez ahurissante à un moment donné au sein de la conférence de presse hier, où quelqu'un disait, mais on est d'accord que l'inflation vient d'une perturbation de l'offre et que vous pilotez la demande. Parce qu'il n'y a quand même pas un paradoxe à force de vouloir calmer l'inflation qui n'est pas de votre ressort. Et Jérôme Powell, pendant 1 minute, a été véritablement honnête, ça s'est arrêté très vite, hein. Mais en disant, oui, effectivement, c'est un véritable problème, mais comme tout le monde me le demande et comme les citoyens sont très énervés sur la question, je ne peux pas ne rien faire. Et ensuite, il a tout de suite enchaîné sur « mais ça va avoir un impact, rassurez-vous, sur l'inflation ». Donc on a ce sujet qui est politique aujourd'hui, de fracturation, et qui demande à avoir un minimum de consensus pour renouveler effectivement le board de la BCE. Juste une petite parenthèse, et je te donne la parole, Nicolas. J'étais hier soir avec une dizaine de responsables RSE de grandes multinationales qui tous constatent qu'aux États-Unis, sur leurs filiales américaines, ces retours back to the future, retour aux années 90. C'est retour au gaz de schiste. Ouais. Ah oui, tout à absolument. fait. D'ailleurs, on a Bon, en fait, c'est votre problème à vous, Européens. Le gouvernement, la responsable de l'énergie et de l'environnement a demandé aux producteurs de pétrole de schiste de produire plus. C'est quand même fort, hein. Bon, mais comme tu le disais, les Allemands brûlent du charbon. Exactement. Voilà. Qui est russe lui aussi, d'ailleurs. Le bas de la pyramide de Maslow. Oui, et j'ajoute, Nicolas. un peu polémique, hein, les Allemands brûlent du charbon qui vient de l'Est dans des centrales vieillissantes. Parce que les Chinois brûlent du charbon dans des centrales de nouvelle génération qui polluent beaucoup moins. Et on va aussi peut-être revisiter certains de ces choix, parce que à force de vouloir dire on est beau, regardez, on a des groupes bancaires qui ne financent pas le charbon, ça veut dire qu'on dépend d'investissements qui sont beaucoup plus vieux. Regardez le parc européen de centrales à gaz et de centrales à charbon, c'est de l'ancienne génération, ça rejette beaucoup plus, ça a un rendement énergétique bien moindre. Les Chinois continuent à investir. Il faut, à mon avis... Cordemais, elle est au bout du bout, donc la fameuse centrale de Loire-Atlantique, là, elle est au bout du bout. 5 ans qu'elle doit fermer la semaine prochaine, quoi. Oui, c'est ça. Et l'énergie, c'est un mix. C'est-à-dire que si on les a opposés, je vais reprendre une image à l'allemande, mais si vous voulez faire de l'éolien massivement, il vous faut des centrales que vous pouvez déclencher en 24 heures. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir du gaz ou du charbon. Et opposer l'un à l'autre, c'est stérile, parce que l'éolien, beaucoup moins de rejet de CO2, mais il faut accepter, quand l'éolien s'arrête, d'avoir une énergie de remplacement, même si elle émet un peu plus de CO2. Les Allemands vont te dire, Nicolas, que l'hydrogène vert arrive. Oui. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, sur le long terme, ils veulent en finir définitivement avec mais le à ce nucléaire. stade, Mais à ce stade, des centrales qui polluent énormément. Le temps qu'il arrive, effectivement. Et donc, le mix énergétique, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu de façon manichéenne. Tout à fait. Si on le voit blanc-noir, on passe à côté. Reviens sur c'est quoi ton sentiment sur cette Banque Centrale Européenne, dont aujourd'hui, alors Wilfried le disait très justement, et j'ajouterais d'ailleurs, il faut absolument qu'effectivement sa politique, elle est à ce point importante dans la stabilité financière et économique de notre continent, il faut qu'elle soit lisible, y compris par les chefs d'entreprise. C'est-à-dire, si la Banque Centrale Européenne met de l'argent sur la table, c'est pour que les chefs d'entreprise prennent des risques. Si jamais ils n'ont pas une claire vision, et je peux vous assurer qu'ils ne l'ont pas, de ce que sera la politique monétaire dans quelques mois, exactement, ils ne prendront pas de risques. Et donc là, on est sur une inefficacité totale. Ouais. Comment est-ce que tu vois cette structure dont on doit bien dire qu'elle est totalement technocratique et qui, aujourd'hui, est le cœur du pilotage de notre économie ? Oui, j'ai envie juste d'ajouter un conditionnel par rapport à ce que disait Wilfried. Hein. Il faudrait que ça soit visible. Il faudrait que ça soit lisible. Bien sûr, oui. Mais quand on regarde, c'est l'Europe. Mais ça l'a été pendant des années, quoi. Oui, ça l'a été, mais ça l'a été en période de temps calme. Pas tellement. Non, pendant le Covid. Oui. À l'époque de Draghi, et puis pendant le Covid. Pendant le Covid, les choses étaient très claires, quoi. Mais il y avait une très grosse... Disons, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais vu de l'extérieur en tant qu'économiste qui suit le débat politique,
il y avait des points d'accord. Et ces points d'accord, on les a challengés. Et des dissensions sont apparues. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde éclaté. Les intérêts des Français ne sont pas les intérêts des Allemands. On le voit sur tous les sujets. Il y a d'autres pays. Particulièrement sur l'inflation. Et donc, naturellement, il y a un processus de décision qui est plus lent. Il y a moins de capacité d'affichage qu'aux États-Unis. Mais c'est structurel. Oui, mais le précédent, et je terminerai juste là, mais juste une petite incise. Vas-y, on a le temps. Le précédent management de la Banque Centrale Européenne avait justement une doctrine qui avait été extrêmement claire. Ouais. C'est-à-dire, oui, il y aura toujours des intérêts divergents, mais mon point est très net, c'est l'euro avant les traités. Et donc, tout ce qui contribue à la stabilité financière par rapport à ce qui peut être du ressort exactement de la lettre des traités, je fais mon choix et mon choix sera toujours très clair, donc vous pouvez compter dessus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est aligné en disant, ok, on est certain. Alors il y avait un côté très autocratique de Mario Draghi, je décide et tout le monde doit me suivre, y compris les Allemands. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a régulièrement des banquiers centraux allemands qui démissionnaient, parce que bon, ils n'en pouvaient plus. Mais c'était comme ça, c'était pas autrement. Là, on retrouve un mode de management qui est peut-être plus consensuel, mais qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, et partant compliqué, partant de tempête, on sent que le cap n'est pas très clair. Et donc, par rapport à la Fed... Il l'a été pendant le Covid. Il a été, oui, notamment sur cette question technique, mais chacun va comprendre, très très importante, des clés de répartition. C'est-à-dire, la Banque Centrale Européenne rachète la dette des États européens, mais... statutairement, dans ces traités, doit la racheter en fonction du poids de ces États dans l'économie européenne. Et donc, tu ne peux pas racheter toute la dette française. Mais son programme faisait preuve de flexibilité. Mais elle l'écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, là où... Attends, je finis donc juste de dire, tu ne peux pas statutairement racheter que de la dette italienne, que de la dette française, il faut aussi racheter de la dette allemande. Ah oui, mais là, il n'y a plus de dette allemande. Et donc, dans son programme de rachat d'actifs en début de Covid, elle écrit... on envoie valdinguer les traités, on va racheter la dette dont on a besoin. L'objectif était simple, était univoque. Il y avait un seul objectif, c'était justement maintenir les capacités de financement de la zone euro et les capacités des États de soutenir l'économie. Il y avait un seul objectif. Mais il pourrait continuer là. Là non, il y en a deux. Là, il y en a deux. Il y a effectivement continuer à soutenir les efforts parce qu'on en a toujours besoin. Et il y a ce fameux objectif de stabilité des prix et de caper à 2% l'inflation. Et c'est là où on a besoin de choix, non pas dans les moyens, le choix dans les moyens peut le faire, mais le choix dans effectivement deux objectifs qui sont un peu contradictoires l'un et l'autre. Donc, vous mettez quoi? Quelle priorité? C'était le but de la fameuse revue stratégique. On nous a rebattu les oreilles pendant des mois avec, vous allez voir ce que vous allez voir, avec Christine Lagarde, il va y avoir une revue stratégique, un cap clair. Ils ont fait un cap clair, c'est-à-dire il faut une moyenne d'inflation. Dès que les choses ont été tendues, ils ont jeté tout ça à la poubelle en disant, on est en train de voir comme la situation est compliquée, on est en train de voir comment est-ce qu'on s'arrange. Là, on se retrouve avec deux objectifs entre lesquels on ne choisit pas. Ouais. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose? Non, il n'y a rien à rajouter, effectivement. On est dans le Covid, c'était entre guillemets simple. Oui, vous avez c'était raison. Un choc symétrique. Ouais. C'était le pas même pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Là, on est à l'heure des choix. Exactement. Donc, l'histoire des retraites. 65 ans. 65 ans, tu mets quand même les retraites, enfin les caisses de retraite bien en excédent, Nicolas. Je veux juste, et puis après je vais te laisser parce que tu as beaucoup travaillé là-dessus, personne n'en parle, que moi et mon ami Emmanuel Grimaud de Maximis Retraite, il va falloir quand même un petit tour de passe-passe, tout petit tour de passe-passe, pour vider les excédents de la CNAV qu'il y aura, pour aller les affecter à d'autres dépenses. Oui, je vois, tu dis, ils sont plus à ça près, machin, etc. et tout. La beauté de l'usine à gaz française. Il va falloir un petit tour de passe-passe. Voilà. L'idée, les retraites, c'est formidable pour travailler plus, pour augmenter le potentiel productif de l'économie. Voilà. Oui, mais enfin, tu vas avoir des excédents dans un endroit, il va falloir les sortir. Mais Nicolas. vivement le tour de passe-passe. Hein si on en est là, c'est un problème de riches et on sera très bien géré. Et moi, je vous propose une piste de base. Vous baissez les taux de cotisation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, les retraites, ça absorbe 14% du PIB. Ouais. Dans le privé, le taux de cotisation, c'est 28% des salaires bruts.
Hein. Alors, on se plaint d'avoir un problème de compétitivité, mais il est lié à notre vieillissement en partie. C'est qu'on finance exclusivement les retraites en répartition. Donc pour 28% du brut, c'est les cotisations retraite? Oui. Je sais pas ça. Et donc, il n'y a pas de compétitivité durable si on ne change pas ça. Parce que quand on... Le brut, je crois. Il y a deux modes de financement des retraites. Hein. Vous faites de la répartition. Oui, attends, juste un truc, parce que oui, du brut, c'est-à-dire c'est du brut que vous ne voyez pas, hein, c'est le brut patronal. Mais Non. Non. C'est le salaire brut. 28%, c'est... Oui, c'est le salaire brut. C'est-à-dire, on additionne la cotisation patronale et la cotisation Voilà, c'est ça. salariale. Oui. Et elle représentant 28%. Non, mais on est tous d'accord là-dessus. D'accord. D'où le brut, quoi. Voilà. Voilà. Du Ok. coût global, Non, c'est du salaire brut du salarié. C'est même pas du coût global. c'est même pas du coût global. Et concrètement, quand vous voulez donner 100 en répartition, il faut prendre 100. Ça vous explique qu'on a des cotisations patronales et salariales retraite très élevées. Quand vous voulez distribuer la même chose en capitalisation, vous pouvez vous contenter de prendre 2, voire 3 fois moins, parce que vous prenez un prélèvement, une cotisation sur le travail, vous la placez, vous rajoutez, alors historiquement il y avait des coupons obligataires, il y en a moins, mais il reste toujours des dividendes, et d'ailleurs ça agace beaucoup de monde, et puis après vous faites de la plus-value. Et donc, quand vous êtes en capitalisation, la cotisation est l'amorce d'un cercle vertueux d'épargne qui permet de financer des retraites avec moins de cotisations, donc Oui, moins de prélèvements Mais obligatoires. alors là, Nicolas, je t'arrête tout de suite, parce que personne ne parle de capitalisation. hein. Eh ben, oui, mais personne ne parle, mais regardez le sujet. Hein, tout à l'heure, tu D'accord, mais là, moi, je veux regarder le sujet 65 ans déjà. Alors, Parce que donc- le sujet qui nous intéresse, là, donc- c'est la 65 ans. réforme paramétrique. Donc 65 ans, Là, voilà. il faut le faire. Ça va dégager des ressources. S'il y a des excédents dans les caisses de retraite, la bonne logique, c'est d'en profiter pour baisser les taux de cotisation. Parce que ça donnera un appel d'air à l'économie. On ne peut pas se plaindre qu'on a une économie qui est enquistée par trop de fiscalité, par les différentes crises et notamment l'envol du coût des matières premières et des carburants, et pas traiter le sujet coût du mais travail. c'est très Donc, clair. il Je faut le n'avais faire. pas cette proportion en tête. Et c'est 28% pour les salariés du privé. Mais dans le public, est-ce que tu sais que le taux de cotisation, c'est 85%? Comment ça, 85%? Le taux de cotisation qui est un taux de cotisation théorique, quand tu regardes les cotisations patronales des employeurs publics Ah oui, et les cotisations des fonctionnaires, d'accord. et tu les additionnes, ça aboutit à 85%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le public, pour 1 euro de pouvoir d'achat donné à un instit, il y a 1 euro de cotisation retraite derrière pour payer les anciens. Et donc ça, c'est l'autre sujet. Il faut le traiter. Il faut cesser de vivre au jour le jour au niveau des retraites en matière d'État. L'État, jusqu'en 1853, il avait des caisses de retraite. Les ministères prélevaient des cotisations, les plaçaient pour les plus vertueux. D'autres avaient déjà commencé à fonctionner en répartition. On a arrêté de faire ça en 1853. L'État a dit « plus besoin de caisse de retraite. Moi, je servirai les retraites avec le budget de l'État. » Ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Tous les pays sérieux qui avaient la même structure d'irresponsabilité ont mis fin dans les années 50-60, parce qu'ils savaient que la démographie allait être défavorable. Ils savaient que c'était une bombe à retardement pour les contribuables. Je vous donne un exemple de pays sérieux, le Canada. Dans les années 50, ils ont dit, bon, ben voilà, les administrations, elles vont placer les cotisations patronales en tant qu'employeurs dans des fonds de pension, ou plutôt dans des... Ça s'apparente plus à un fonds souverain. Hein. La Caisse des dépôts et placements du Québec, elle a provisionné les promesses faites par les administrations québécoises. Il y a l'argent, il est là. On n'a pas besoin de l'appeler sur les contribuables. Tout à fait, je comprends. Les cotisations des employés publics, elles ont été placées dans un fonds de pension qui est géré de façon paritaire. Il y a tous les représentants des partenaires sociaux et tout le monde est content. Et donc, au Canada, vous avez un vieillissement, comme chez nous, mais l'État a mis l'argent de côté. Mais avec 65 ans, tu règles le problème. Non, parce que avec 65 ans, tu fais disparaître les déficits. Soit dit en passant, les déficits, quand on regarde le corps, il nous dit c'est 0,6% du PIB, mais le corps calcule ses déficits en équilibrant de façon conventionnelle les retraites du public. Il dit l'État est équilibré. On sait très bien que l'État est déséquilibré. D'ailleurs, il n'a pas fait un équilibre budgétaire Oui, depuis mais 1974. mais Si on calculait bien les déficits, il faut qu'on sorte parce que l'État, mais même en comptabilité, enfin sur
sur la structure du PIB, l'État vaut ce qu'il coûte. Donc c'est l'absurdité première de tout ça. Donc, si on calculait bien, et il y a un très bon papier dans le commentaire qui vient de sortir, le déficit des retraites, ça ne serait pas de 0,6, il serait aux alentours de 1,8% du PIB par an. Donc clairement, reculer l'âge de la retraite à 65 ans, ça crée une marge de manœuvre financière. Peut-être que certains régimes du privé seront excédentaires. Et à ce moment-là, on baisse les cotisations. Mais globalement, on a un déficit majeur en termes de retraite. Et si les régimes du privé sont excédentaires, ils seront assez intelligents pour baisser les cotisations ou pour faire deux choses qui ne sont pas bien faites en France. Augmenter les réserves, parce qu'on a une répartition qui n'a pas assez de réserves. En France, on croit... Donc augmenter les réserves ou, je te bouscule un peu parce que le temps tourne très vite. Faire monter en puissance la capitalisation collective. Ah oui, c'est fondamental. Vous prenez par exemple... Tu regrettes l'abandon du système par points ? Il n'est pas abandonné à la GIR-PERCO. Ah bah oui, non. Il n'est pas abandonné dans les professions libérales. Et cette réforme des retraites me terrorisait parce qu'en fait, elle allait effacer toute une série de régimes qui fonctionnent très bien. Elle allait donner les clés du camion à l'État, qui est le plus irresponsable en matière de retraite depuis 1853. et elle ne traitait pas les vrais sujets. Oui, je comprends. Wilfried ? Non, moi ce qui m'a intéressé dans ce sujet-là... Tu as revu tes trimestres, là ? C'est d'abord... Non, mais il va falloir qu'il lève quand même une ambiguïté assez vite, c'est savoir... peut-être qu'il va le faire aujourd'hui, d'ailleurs, dans sa conférence normalement, de presse. c'est aujourd'hui. Comment ça marche, qui ça concerne, quoi. Ouais. Voilà. Mais en fait, moi, ce qui À m'inquiète... titre personnel, j'ai envie de savoir. Moi, je suis dedans, ça c'est sûr. Au rythme, parce qu'il a déjà annoncé le rythme. Oui, il annonce le rythme, mais c'est... Voilà, 4 mois par an, voilà. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord que c'est, dans une campagne électorale, c'est un peu le tabou ultime, l'âge de la retraite, en particulier 65 ans. Donc c'est intéressant de le poser en disant, voilà, moi c'est ça, et ça va aller à telle vitesse, justement. C'est-à-dire que non seulement la cible c'est 65 ans, mais ça va très vite. Et donc si vous me choisissez, après, n'allez pas dire, on a été pris par surprise. Le deuxième élément qui me paraît intéressant, c'est qu'on va dans un monde où la base de coûts est en train de remonter très vite. Coût des matières premières, coût des salaires, coût du financement, coût écologique, coût de souveraineté. Toute la base de coûts de l'économie mondiale est en train de monter très vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la rentabilité, donc l'efficacité générale de l'économie, la productivité des facteurs est en train de baisser. Et donc on va aller vers un rendement global, à la fois dans les entreprises et dans les classes d'actifs d'ailleurs, probablement plus bas que ce qu'on a connu. Et donc pour compenser ça et pour vivre décemment malgré ce nouveau paradigme qui risque de durer, la seule solution c'est d'augmenter la quantité de travail qu'on a dans les économies. Et une des façons de le faire, c'est effectivement, on le sait, mécaniquement, plus on repousse l'âge de la retraite, plus on traite les problématiques de seniors au travail, même si on les traite pas bien, mais on sait que à un moment donné, effectivement, quand on sait que la date limite c'est 65 ans, on va pas regarder de la même façon que si la date limite est 60 ans, quelqu'un qui a à peu près 52-53, on va pas le regarder exactement pareil. Mais lui-même ne va pas se regarder de la même façon. Exactement, même s'il y a énormément de travail au-delà dans toutes ces problématiques-là. Et donc moi, ça me paraît extraordinairement important justement pour retrouver ces fameuses marges de manœuvre dont on parlait, pour piloter le temps long, avoir des marges de manœuvre budgétaires. On traite énormément de sujets. Si on arrive à retrouver un taux d'emploi global de la population supérieur de 2, 3, 4 points à ce qu'il était il y a 5 ans, on traite énormément de nos problèmes, y compris en termes de déficit extérieur, etc. J'ajoute d'un mot, je te donne la parole, j'ajoute d'un mot que ça a été une des grandes parties de notre entretien qu'on avait hier avec Patrick Artus, qui sort son bouquin pour sortir du déclin, enfin quelque chose comme ça. Voilà, et donc c'était hier, vous allez sur le site de Bismart et vous retrouverez tout ça. Oui, Nicolas. Oui, je voudrais dire, effectivement, l'âge, c'est clé. Mais c'est la première réforme. La deuxième, comme on le disait, c'est de faire monter en puissance les capitalisations collectives. Parce que clairement, comme tu le disais. Ouais, comme je le disais. On n'est pas les seuls à moller. C'est les amis. C'est très bien, mais c'est nulle part dans le débat public. Alors, nulle part. Voilà. Nous sommes un pays à 4 candidats trotskistes. Non, regarde en détail. Et où le seul libéral a eu une centaine de signatures. La capitalisation collective, c'est ce qu'on pousse à Molinari. Croissance Plus le fait aussi, la CPME le fait aussi. Quand tu regardes, tu parlais des grévistes de la CGT, mais quand le gouvernement a voulu fermer la capitalisation collective de la Banque de France, la CGT était dans la rue pour dire arrêtez,
Ben voilà, la CGT de la Banque de France, La CGT, Croissance Plus et Molinari. Ils savent faire la calcul, tout ça. C'est pas avec ça qu'on va arrêter les Russes, tu vois. Tu verras. Laisse-nous 5 ans et tu verras l'état du débat dans 5 ans. Juste un mot, parce que j'ai encore deux questions à vous poser. Wilfried, tu as commencé, c'est-à-dire, je balance 65 ans, là, maintenant, l'histoire du procès en Illégitimité. illégitimité. Ça vous intéresse pas? Si tu débats, en gros, si tu débats pas avec Philippe Poutou, tu seras un président illégitime. C'est une polémique politicienne totalement ridicule. D'accord. Parce qu'en fait, il y a énormément... C'est Gérard Larcher quand même qui lance ça, numéro 2, président du Sénat, donc président de la République potentiel s'il y a un problème. Par beaucoup d'amertume compte tenu de la campagne qu'il est en train de vivre. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Pareil, Nicolas. On ne commande pas. Et le deuxième élément, mais très très rapidement, mais on y reviendra ensemble, ça va être l'autre point un peu saillant, je pense, c'est le RSA. Et l'idée, c'est Véran, le ministre de la Santé, j'ai oublié son prénom, dites donc. Olivier. Qui hier matin était très clair en disant la moitié des allocataires du RSA le sont encore 4 ans après. Il faut absolument casser cette spirale, et donc l'idée d'avoir une activité en échange du RSA. C'est le bon sens. C'est le bon sens, mais à mon avis, c'est très, très, très compliqué à organiser, je pense, Nicolas. Oui, mais faire bosser des gars qui sont à 1000 lieues du travail. Dans ce genre de décision, de choix, il y a ceux qui sont dans le dispositif depuis des années, et il y a ceux qui vont y rentrer. C'est un peu la même problématique que sur les retraites. Quand tu veux réformer, tu peux réformer un dispositif d'aide pour les nouveaux entrants. Ouais, c'est vrai. Et notamment, si tu veux éviter que ça devienne une trappe à une activité, il faut le faire dès le départ. Dès le départ. Même si c'est beaucoup plus compliqué en termes d'affichage, effectivement, ce genre de choses. Mais non, d'organisation. Enfin, probablement ce qui va se passer. Il faut aller les chercher, les gars, pour les faire bosser. Et après, il y a un autre sujet sur ces clientèles qui sont très éloignées de l'emploi, c'est qu'on a énormément de sujets, à la fois d'illettrisme, on a des sujets d'accès au permis de conduire, ce genre de choses. Exactement. Et donc, au-delà de l'activité, je pense qu'il y a je ne vais pas dire une remontée en compétences, mais la construction d'un socle. Peut-être qu'en échange, effectivement, d'une certaine aide financière, juste l'engagement à participer pour la personne en question à la construction de son socle à lui, qui lui permettra après de faire quelque chose. Sinon on n'en sortira pas. Il y a des gens qui seront très très et qui la moitié 4 ans après, dit Olivier Véran, c'est spectaculaire. Il y a un travail qui est formidable qui est fait effectivement par des instituts comme l'école de la deuxième chance, comme ce genre de choses. Exactement. Mais effectivement, par rapport à ça, il y a probablement un échange à faire, pas uniquement en termes, parce qu'on voit, il y a souvent cette idée quasiment de travail forcé. C'est pas du tout cette idée-là, je pense. C'est cette idée effectivement, comment est-ce qu'on construit un socle qui leur permet après d'aller au-delà de la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Ouais, et ça, ce débat, il existait déjà au moment de la création du RMI. Vous avez toute une série de personnes qui disaient « Attention, vous allez ouvrir un guichet et on va distribuer des aides, mais quid de l'accompagnement ?» Les assistantes sociales, à l'époque, disaient « Vous nous délégitimez totalement, parce que nous, aujourd'hui, on distribue des aides, mais en contrepartie d'engagement. Quand ça devient un droit, et quand ça devient distribué à la volée, vous avez des effets pervers à long terme. » Ça ouvre un merveilleux débat sur le revenu minimum, qu'on aura ensemble très prochainement. Merci à tous, merci à vous deux. Demain, donc, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi avec une émission spéciale matières premières alimentaires. C'est l'autre gros sujet, évidemment, que pose la guerre en Ukraine. À lundi.